Je m'appelle Émilie Duval, et à 35 ans, je vis dans un appartement haussmannien du Marais, à Paris, où la lumière du matin filtre à travers les hautes fenêtres, illuminant les parquets anciens et les meubles échinés dans les brocantes. C'est un havre de paix apparent, avec ses étagères remplies de livres d'art et mes toiles inachevées posées contre les murs crème. Mon métier de graphiste freelance me permet de travailler depuis chez moi, entouré de mes carnets de croquis et de mon ordinateur portable, où je crée des visuels pour des magazines de mode et des éditeurs indépendants. J'adore ce travail, il me donne une liberté créative que j'ai toujours chérie, même si les contrats sont parfois irréguliers et que je dois jongler avec les deadlines pour payer les factures. Ce matin-là, par exemple, je suis penchée sur un projet excitant, une série d'illustrations pour un livre sur l'histoire de la mode française, inspiré des grands couturiers comme Chanel et Dior. Les couleurs vives dansent sur mon écran, et je sens une pointe d'excitation, comme si je contribuais à quelque chose de plus grand que moi. Mon mari, Pierre, est avocat dans un cabinet prestigieux du quartier des affaires. Issu d'une famille bourgeoise de Bourgogne, les Duval, qui possède une entreprise viticole renommée, produisant des vins grands crus exportés dans le monde entier. Pierre est l'héritier présumé, le fils prodigue qui gère les aspects légaux de l'entreprise familiale tout en construisant sa propre carrière. Il est charismatique, avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés et son costume sur mesure qui lui donne l'air d'un homme invincible. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette, où il m'a séduite avec son sourire confiant et ses histoires sur les vignobles familiaux. À l'époque, il semblait admirer ma créativité, me qualifiant de « muse moderne ». Aujourd'hui, notre vie semble stable, nous avons une fille, Sophie, 8 ans, avec ses boucles blondes et son rire contagieux qui illumine nos journées. Elle fréquente une école privée dans le quartier, où elle excelle en dessin, comme sa mère. Les week-ends, nous partons souvent à la campagne, dans le domaine familial des Duval, un château entouré de vignes ondulantes sous le ciel bleu de Bourgogne. Là-bas, on déguste des vins millésimés, on discute affaires autour de dîners somptueux, et je joue le rôle de l'épouse parfaite, souriante et discrète. Pourtant, sous cette apparence de normalité, une tension subtile commence à se faire sentir, comme un fil invisible qui se tend lentement. Ce matin, tandis que je prépare le petit déjeuner dans notre cuisine moderne, croissant frais du boulanger du coin, café fumant dans des tasses en porcelaine, Pierre entre, téléphone à la main, déjà absorbé par un email professionnel. « Bonjour, chérie », marmonne-t-il sans lever les yeux, déposant un baiser distrait sur ma joue. Sophie, encore en pyjama, court vers lui pour un câlin, et il la soulève brièvement avant de la reposer, prétextant une urgence. « Papa, tu viens me chercher à l'école aujourd'hui ?» demande-t-elle avec ses grands yeux pleins d'espoir. Il hésite, jette un regard à sa montre Rolex, un cadeau de ses parents, et répond « Je verrai, ma puce. Maman s'en occupera si je ne peux pas. » Son ton est neutre, mais je sens une pointe d'agacement, comme si les obligations familiales étaient une charge secondaire par rapport à son agenda surchargé. Je souris pour masquer mon malaise, versant le café dans sa tasse préférée. « Bien sûr, je m'en occupe, dis-je doucement, même si intérieurement, une petite voix murmure que c'est toujours moi qui assume le quotidien. Pierre s'assoit, feuillette le journal Le Monde, et commente les actualités économiques avec une assurance qui m'impressionnait autrefois. L'entreprise familiale va bien, les exportations vers l'Asie explosent, dit-il fièrement, comme si c'était son mérite personnel. Je hoche la tête, ajoutant, c'est génial. Et mon projet pour l'éditeur avance bien, j'ai presque fini les illustrations. Il relève les yeux, un sourire poli aux lèvres, mais ces mots suivants me piquent comme une épine, c'est mignon, Émilie. Mais ce n'est pas comme un vrai boulot, hein? Avec des enjeux réels. Il rit légèrement, comme si c'était une blague, mais le sous-entendu est clair, mon travail est un hobby, le sien est essentiel. Je sens une chaleur monter à mes joues, mais je ravale ma réplique, ne voulant pas commencer la journée sur une note discordante. Sophie, sentant la tension, change de sujet en parlant de son dessin d'école, et l'atmosphère se détend superficiellement. Après le petit déjeuner, Pierre part pour son bureau, m'embrassant distraitement avant de claquer la porte. Je reste seule avec Sophie, l'aidant à s'habiller pour l'école. En la déposant, je croise d'autres mères, élégantes et affairées, qui parlent de leur carrière ou de leur voyage. L'une d'elles, une amie proche nommée Claire, me prend à part. « Tu as l'air fatiguée, Émilie. Tout va bien avec Pierre ?» Je hausse les épaules, feignant l'insouciance. « Oh,
juste le train-train quotidien. Mais en rentrant chez moi, marchant le long des rues pavées du Marais, avec les boutiques chics et les cafés animés, je ne peux ignorer le poids qui s'installe dans ma poitrine. Pourquoi ai-je l'impression d'être relégué au second plan? Pierre rentre de plus en plus tard ces derniers temps, prétextant des réunions interminables ou des dîners d'affaires. Hier soir, il est arrivé après minuit, sentant vaguement le parfum féminin, probablement une collègue, me suis-je convaincu. Mais les doutes s'insinuent, comme des ombres dans les recoins de notre appartement. Je m'installe à mon bureau, face à la fenêtre donnant sur la Seine lointaine, et je reprends mon travail. Les lignes se brouillent parfois, mes pensées vagabondant vers notre mariage. Au début, c'était passionné, des escapades romantiques à Versailles, des nuits à discuter de nos rêves. Pierre admirait ma force, ma créativité. Mais depuis la naissance de Sophie, les choses ont changé. Il est devenu plus distant, plus critique. Lors de notre dernier week-end en Bourgogne, chez ses parents, il a minimisé mes idées sur une campagne marketing pour l'entreprise familiale, laisse ça aux professionnels, chérie. Ses parents, Monsieur et Madame Duval, des figures imposantes avec leur manoir ancestral et leur fortune accumulée sur des générations, m'ont toujours traité avec une politesse distante, comme si j'étais une pièce rapportée plutôt qu'une membre à part entière. Madame Duval, avec ses perles et son chignon impeccable, me regarde souvent comme si j'étais une intruse dans leur monde d'héritage et de prestige. Pourtant, je m'accroche à l'idée que c'est temporaire. Peut-être est-ce le stress de son travail, ou la pression familiale pour qu'il prenne la relève de l'entreprise. Ce soir, il y a un gala familial au Louvre, organisé pour célébrer les 100 ans de l'entreprise viticole. Pierre m'a demandé de porter une robe spécifique, une création rouge qu'il a choisie lui-même, ça te rendra plus présentable. Ces mots résonnent encore, un mélange de compliments et de critiques. Je me prépare, appliquant du maquillage pour masquer les cernes naissants, et je me regarde dans le miroir, une femme élégante, mais avec un regard hanté par une incertitude grandissante. Sophie, gardée par une baby-sitter, me fait un bisou, tu es belle, maman. Son innocence me réchauffe le cœur, me rappelant pourquoi je tiens bon point en route pour le gala. Dans notre voiture confortable, Pierre conduit en silence, la radio diffusant des nouvelles sur l'économie française. Je tente une conversation, j'ai hâte de revoir ta famille. Peut-être que je pourrais proposer des idées pour moderniser l'image de l'entreprise? Il soupire, un sourire crispé, Émilie, ce n'est pas le moment. Contente-toi d'être charmante. Ces mots me blessent, mais je les enfouis, comme tant d'autres. Arrivé au Louvre, les lumières scintillantes et la foule élégante nous enveloppent. Pierre parade, serrant des mains, tandis que je reste en retrait, un verre de champagne à la main. La soirée semble parfaite, mais intérieurement, la tension monte, comme un orage qui gronde au loin. Je sens que quelque chose va craquer, mais pour l'instant, je joue le jeu, ignorant les fissures qui se creusent dans notre façade de normalité. Les heures passent dans un tourbillon de conversations superficielles. Pierre brille, racontant des anecdotes sur des contrats remportés, tandis que je souris poliment, répondant aux questions sur Sophie ou mon petit boulot d'artiste. Une cousine de Pierre, élégante et ambitieuse, me glisse, tu as de la chance d'avoir un mari comme lui. Il porte tout sur ses épaules. Je hoche la tête, mais une amertume monte. Plus tard, seul sur la terrasse surplombant les jardins, je respire l'air frais de la nuit parisienne, les étoiles masquées par les lumières de la ville. Pourquoi ai-je l'impression d'être invisible? De n'être qu'une ombre dans la vie de Pierre? Les souvenirs affluent, notre lune de miel à la Côte d'Azur, où il me promettait l'éternité. Aujourd'hui, c'est comme si j'étais une convenance, un accessoire pour son image familiale. Rentrons tard, Pierre somnole au volant. À la maison, il s'effondre sur le lit sans un mot, tandis que je veille Sophie endormie. Allongé dans le noir, je fixe le plafond, le cœur serré par une angoisse diffuse. La normalité craquelle, et je sens que les tensions, ces petits signes accumulés, les critiques voilées, les absences, les regards distants ne sont que le prélude à quelque chose de plus sombre. Mais pour l'instant, je ferme les yeux, espérant que demain sera différent, même si au fond de moi, je sais que le fil se tend un peu plus chaque jour. Le gala familial se déroule dans un hôtel luxueux des Champs-Élysées, où les lustres en cristal scintillent comme des étoiles captives, illuminant les murs tapissés de velours rouge et les tables drapées de nappes immaculées.
L'air est empli d'un mélange enivrant de parfums coûteux, de rires polis et de la musique discrète d'un quatuor à cordes qui joue des airs classiques, évoquant les fastes de l'Ancien Régime. Pierre, élégant dans son smoking noir impeccablement taillé, parade parmi les invités comme un paon déployant ses plumes. Ses chaussures vernies claquent sur le marbre poli tandis qu'il serre des mains influentes des hommes d'affaires en costume sur mesure, des femmes parées de bijoux étincelants, tous membres de l'élite parisienne liée à l'empire viticole des Duval. Il rit fort, raconte des anecdotes sur des contrats remportés avec panache, son charisme magnétique attirant les regards admiratifs. Moi, en robe noire simple que j'ai choisie pour sa discrétion élégante, je reste en retrait, un sourire poli figé sur les lèvres, tenant un verre de champagne que je sirote à peine pour calmer les papillons dans mon estomac. Et la soirée commence innocemment, ou du moins c'est ce que je me dis pour me rassurer. Nous circulons de groupe en groupe, Pierre me tenant par la taille d'un geste possessif qui, autrefois, me faisait fondre. Voici ma femme, Émilie, lance-t-il à un investisseur potentiel, sa voix résonnant avec une fierté feinte. Elle est graphiste, une artiste dans l'âme. Les mots sonnent creux, comme s'il me présentait comme un trophée plutôt qu'une partenaire. Je tends la main, échange des banalités sur le temps ou les vins de la famille, mais je sens déjà une distance s'installer, comme un voile invisible entre nous. Soudain, au milieu d'une conversation animée avec un groupe de cousins éloignés, Pierre se tourne vers moi d'un ton autoritaire qui me glace le sang. « Émilie, apporte-moi un verre. » Le mien est vide. Ses yeux, habituellement tendres, sont maintenant impatients, comme si j'étais une employée plutôt que son épouse. Les invités autour de nous font une pause imperceptible, leurs regards se posant sur moi avec une curiosité malsaine. Je rougis violemment, sentant la chaleur monter à mes joues comme une marée brûlante. Mon cœur bat à la chamade, pourquoi me commander ainsi, devant tout le monde? J'hésite une fraction de seconde, mais obéis, traversant la salle bondée pour atteindre le bar, mes talons claquant comme des accusations silencieuses. En revenant avec le verre, je sens les murmures dans mon dos, imaginaires ou réels, qui me font me sentir minuscule, insignifiante. Plus tard, alors que nous rejoignons ses parents à une table centrale, la conversation tourne autour des affaires familiales. Monsieur Duval, avec sa moustache grise et son air patriarcal, discute des récoltes à venir en Bourgogne, tandis que Madame Duval, drapée dans une robe Dior d'un bleu nuit profond, acquiesce avec un sourire pincé. J'essaie de m'intégrer, mentionnant mon dernier projet graphique, une campagne pour un magazine sur les vignobles durables, inspiré justement par leur entreprise. C'est fascinant, dis-je avec enthousiasme, mes yeux pétillants à l'idée de partager ma passion. J'ai imaginé des visuels qui mettent en valeur l'héritage écologique des Duval, avec des tons terreux et des motifs inspirés des vignes. Mais Pierre m'interrompt abruptement, posant une main sur mon bras d'un geste qui se veut affectueux mais qui me semble condescendant. Chérie, ce n'est pas le moment pour tes hobbies. Parlons d'affaires sérieuses, comme les négociations avec les distributeurs asiatiques. Son ton est tranchant, comme une lame dissimulée sous du velours, me reléguant au rôle de décoration muette. Les parents hochent la tête en approbation, Monsieur Duval riant doucement. Pierre a raison, les arts c'est charmant, mais les chiffres, ça, c'est du concret. Je me mords la lèvre, forçant un sourire, mais intérieurement, une tempête fait rage. Pourquoi me diminuer ainsi? Mon travail n'est pas un hobby, c'est ma vie, ma source de fierté. La soirée continue, mais je me sens de plus en plus isolée, comme une ombre dans la lumière éblouissante de Pierre. Rentré chez nous dans l'appartement du Marais, la porte se ferme avec un clic définitif, et le silence de la nuit parisienne s'installe, seulement brisé par le lointain ronronnement des voitures sur les quais de Seine. Sophie dort paisiblement dans sa chambre décorée de posters d'animaux et de dessins qu'elle a fait pour moi. Pierre enlève sa cravate avec un soupir théâtral, se laissant tomber sur le canapé en cuir, un verre de cognac à la main. Je ne peux plus me taire, les mots bouillonnent en moi comme un vin en fermentation. Pierre, pourquoi m'as-tu traité ainsi ce soir? Devant tout le monde, comme si j'étais invisible? Ma voix tremble légèrement, un mélange de colère et de vulnérabilité. Il hausse les épaules, son regard évitant le mien, fixant plutôt l'écran de son téléphone qui s'illumine d'un message entrant. Tu exagères, Émilie. C'était pour ton bien, tu es trop sensible. Ces soirées sont importantes pour l'entreprise, pas pour tes petites histoires d'art. Ces mots me transpercent comme des aiguilles, creusant un vide au creux de ma poitrine. Je sens une manipulation naître,
un contrôle insidieux sur mes émotions, comme s'il tournait chaque confrontation à son avantage, me faisant douter de mes propres sentiments. Pour mon bien, répétai-je, incrédule, les larmes picotant mes yeux. Il se lève, m'embrasse distraitement sur le front, allons nous coucher, tu verras clair demain. Au lit, les draps de coton égyptien sont froids malgré la chaleur de nos corps. Pierre tourne le dos, son souffle régulier indiquant qu'il s'endort rapidement, indifférent à la tourmente qu'il a semée. Moi, je reste éveillé, fixant les motifs du plafond éclairé par la lune filtrant à travers les volets. Des larmes silencieuses coulent sur mes joues, chaudes et salées, imprégnant l'oreiller. Pourquoi tolérer cela? Pour Sophie, pour la stabilité de notre famille? Mais ce soir, un premier signe de trahison s'est révélé, comme une fissure dans un verre de cristal. Le lendemain matin, tandis que Pierre est sous la douche, son téléphone vibre sur la table de nuit. Curieuse, ou peut-être poussée par un instinct primal, je jette un œil. Un message d'une collègue, une avocate nommée Isabelle, que j'ai rencontrée une fois lors d'un cocktail au cabinet. À bientôt pour ce dîner? J'ai hâte de discuter de l'affaire, et plus si affinité. Mon cœur se serre violemment, comme écrasé dans un étau. Est-ce innocent? Une simple blague professionnelle? Je me convainc que oui, reposant le téléphone d'une main tremblante, mais la graine du doute est plantée, enracinée profondément dans mon esprit fertile en inquiétude. À la journée s'étire comme un fil tendu. Je dépose Sophie à l'école, son petit sac à dos rebondissant sur ses épaules, et elle me fait un signe joyeux depuis la cour. De retour à mon atelier, entouré de mes pinceaux et de mes écrans, j'essaie de me concentrer sur mon projet, mais les lignes se brouillent, mes pensées revenant sans cesse à la soirée précédente. Pierre m'appelle à midi, sa voix enjouée comme si rien ne s'était passé. « Chérie, on déjeune ensemble ?» J'ai une pause. J'accepte, espérant un rapprochement, mais au restaurant un bistrot chic près de son bureau, avec ses nappes à carreaux et ses odeurs de cuisine bourgeoise, il parle uniquement de son travail, de ses victoires, ignorant mes tentatives pour aborder la veille. Passons à autre chose, dit-il avec un clin d'œil, comme si mes sentiments étaient une bagatelle. Ma force intérieure vacille, un pilier ébranlé par des vents contraires, mais je tiens bon, pour Sophie, pour cette vie que nous avons construite. Pourtant, la tension monte inexorablement, comme un orage imminent qui charge l'air d'électricité. Les petits signes s'accumulent, un parfum inconnu sur sa chemise la semaine dernière, des appels tardifs qu'il prend en s'isolant. Est-ce le début d'une trahison plus profonde? Je chasse ces idées, me raccrochant à l'espoir, mais au fond de moi, une voix murmure que le voile se déchire lentement. Les jours suivants, la routine reprend, mais avec une ombre persistante. Pierre rentre tard, prétextant des dossiers urgents, et je m'occupe de Sophie, lui lisant des histoires de princesses fortes qui défient les dragons. Elle s'endort dans mes bras, son souffle paisible contrastant avec le tumulte en moi. Seul dans le salon, un verre de vin rouge à la main, un cru des Duval, ironiquement je réfléchis. Ce premier signe de trahison, ce comportement contrôleur et dérespettoso, n'est pas isolé. C'est un pattern, un fil conducteur qui relie les critiques voilées aux absences prolongées. Mon cœur, autrefois confiant, se fissure un peu plus. Mais pour l'instant, je choisis le déni, me convainquant que l'amour triomphera. L'orage gronde, cependant, et je sais que la pluie finira par tomber, lavant les illusions pour révéler la vérité crue. C'est lors d'un dîner d'affaires au Ritz que l'humiliation éclate, comme un feu d'artifice cruel illuminant soudain les fissures de notre mariage. Le Ritz, ce palace légendaire place Vendôme, avec ses colonnes de marbre poli, ses lustres en cristal qui diffusent une lumière dorée et ses serveurs en livrée glissant comme des ombres discrètes, est le cadre parfait pour les célébrations de l'élite. Ce soir-là, Pierre célèbre une victoire professionnelle majeure, la signature d'un contrat juteux avec un consortium asiatique pour distribuer les vins des Duval à travers tout le continent. L'invitation est arrivée comme un ordre plutôt qu'une requête, « Tu dois venir, Émilie », pour représenter la famille, et me voilà, vêtue d'une robe bleu nuit ajustée que j'ai choisie pour sa sobriété, assise à une table ronde couverte d'argenterie étincelante et de verres en cristal de baccarat. Autour de nous, une quinzaine d'invités, des clients en costume impeccable, des partenaires commerciaux aux accents internationaux, et bien sûr, les parents de Pierre, monsieur et madame Duval, venus spécialement de Bourgogne pour l'occasion.
Leur présence ajoute une pression invisible, comme si chaque geste était jugé à l'aune de leur héritage aristocratique. Pierre est au centre de l'attention, rayonnant dans son costume Armani, sa cravate nouée avec précision et son sourire conquérant qui charme l'assemblée. Il lève son verre de champagne, un Dom Pérignon millésimé pour porter un toast à cette nouvelle ère pour les Duval. Grâce à ce contrat, notre empire s'étend jusqu'à Shanghai. Les applaudissements crépitent, et je souris, fier en apparence, applaudissant avec les autres. Intérieurement, cependant, je suis fragile, comme un vase de porcelaine fêlé prêt à se briser au moindre choc. Les signes de tension des semaines passées, ces critiques voilées, ces absences tardives pèsent sur moi comme un manteau trop lourd. Mais je tiens bon, me convainquant que ce soir, au moins, nous serons unis dans sa gloire. Le dîner progresse dans un balai de plats raffinés, foie gras poêlé sur brioche toastée, suivi d'un filet de bœuf en croûte avec une sauce au vin rouge des vignobles familiaux, et des fromages affinés qui fondent sur la langue. Les conversations bourdonnent, mélange d'affaires et d'anecdotes mondaines. Pierre, animé par le vin et le succès, domine la table, racontant avec verve comment il a négocié pied à pied avec les investisseurs. C'était une bataille, mais j'ai gagné, s'exclame-t-il, et les rires fusent. Puis, au milieu du repas, alors que le serveur dépose les assiettes de dessert, une tarte tatin caramélisée à la perfection, il se tourne vers moi avec un clin d'œil que je prends d'abord pour affectueux. Et bien sûr, je dois remercier ma chère Émilie, dit-il d'une voix forte, attirant tous les regards. Mon cœur bondit, espérant un compliment. Mais ces mots suivants me frappent comme un coup de poignard. Ma femme Émilie est une artiste, une graphiste talentueuse, mais heureusement, je gère les finances, sinon on serait à la rue avec ses pinceaux et ses rêves. Les rires explosent autour de la table, un tonnerre moqueur qui résonne dans la salle opulente. Les clients s'esclaffent, tapant du poing sur la table, tandis que les parents de Pierre acquiescent avec un amusement complice. Madame Duval, avec son collier de perles et son air supérieur, ajoute d'une voix mielleuse, « Pierre a toujours été le pilier de la famille. Sans lui, où en serions-nous ?» Son regard glisse sur moi comme si j'étais une tache sur la nappe immaculée. Je sens les larmes monter, brûlantes, incontrôlables, picotant mes yeux comme des aiguilles. Mon visage s'empourpre, et je baisse la tête, fixant mon assiette où la tarte semble soudain se brouiller. Pourquoi ? Pourquoi me ridiculiser ainsi, devant ces inconnus et sa famille qui me tolèrent à peine ? Mon travail, ma passion, réduit à une blague pathétique. Je me sens nue, exposée, comme si on m'avait arraché mes vêtements en public. Les rires continuent, écho cruel qui martèle mon esprit, et je murmure une excuse inaudible, « Pardonnez-moi, un appel urgent. » Je quitte la table d'un pas chancelant, traversant la salle du Ritz comme un fantôme, ignorant les regards curieux des autres dîners. Les toilettes des dames, avec leurs miroirs encadrés d'or et leurs robinets en forme de cygne, deviennent mon refuge temporaire. Je m'effondre contre le mur carrelé de marbre froid, les sanglots étouffés dans mes mains. Mon reflet dans le miroir me renvoie l'image d'une femme brisée, yeux rougis, mascara coulant en traînées noires, lèvres tremblantes. Qui est cet inconnu ? Pas la Émilie confiante qui créait des mondes sur papier, mais une ombre piétinée, diminuée par l'homme qu'elle aime. Pourquoi tolérer cela ? Pour l'amour ? Pour Sophie ? Les larmes coulent librement maintenant, salées et amères, lavant le maquillage de ma façade. Je me rince le visage à l'eau froide, essayant de recomposer un masque de sérénité, mais le mal est fait. Une fissure profonde s'est ouverte en moi. Le reste du dîner est un supplice. Je reviens à table, prétextant un problème mineur avec la baby-sitter, et endure les conversations polies, les toasts qui se succèdent. Pierre, indifférent à mon tourment, continue de briller, son bras autour de mes épaules comme un trophée. Rentré chez nous dans le Marais, la voiture filant le long des avenues illuminées par les lumières de Noël anticipées, il rompt le silence. C'était une soirée parfaite, non ? J'explose enfin, la voix brisée. Parfaite ? Tu m'as humilié, Pierre. Devant tout le monde. Il hausse les épaules, garant la voiture avec un soupir, c'était juste une blague pour détendre l'atmosphère. Tu es trop dramatique, Émilie. Les gens ont ri, c'est tout. Ces mots minimisent tout, comme si mes sentiments étaient une exagération ridicule. Il entre dans l'appartement, enlève sa veste, et va se coucher sans un regard en arrière, me laissant seul avec mon chagrin. Mais l'impact est profond,
une plaie ouverte qui saigne en silence. Je me sens diminuée, piétinée publiquement, comme si ma valeur avait été réduite à néant en une phrase. Les jours suivants, les ragots circulent dans notre cercle social, ces murmures venimeux qui voyagent plus vite que la lumière dans les salons parisiens. Lors d'un déjeuner avec Claire, mon amie fidèle, elle me confie avec un air compatissant: j'ai entendu parler de la soirée au Ritz. On dit que tu es si effacée, pauvre Émilie, toujours dans l'ombre de Pierre. Ces mots, bien intentionnés, me transpercent. Effacée? C'est ainsi qu'on me voit? Mon estime de soi s'effrite comme un vieux mur sous la pluie, des nuits d'insomnie me hantent, peuplées de flashbacks, des rires moqueurs, des regards pitoyants. Je me réveille en sueur, le cœur battant, revivant la scène en boucle, chaque éclat de rire comme un coup de fouet. Pierre, indifférent à mon tourment, continue ses sorties tardives, prétextant des réunions interminables ou des dîners avec des clients. Il rentre après minuit, sentant le tabac et un parfum féminin subtil qui n'est pas le mien, me laissant seule avec Sophie. Notre fille, innocente et joyeuse, me demande souvent « Pourquoi papa n'est pas là pour le dîner ?» Je souris, inventant des excuses, mais intérieurement, la trahison émotionnelle s'amplifie, un poison lent qui ronge mes veines. Je soupçonne une liaison, ses messages furtifs sur son téléphone, ses appels qu'il prend en s'isolant, mais je n'ose pas confronter, par peur de briser définitivement ce qui reste de notre famille. Mon cœur saigne, un flot constant de douleur qui m'épuise, mais au fond de moi, une étincelle de colère naît, timide d'abord, comme une braise sous la cendre. Combien de temps encore supporterai-je cela? Combien de humiliations avant que la braise ne devienne un incendie? Les nuits se succèdent, solitaires et agitées, et je sens que quelque chose en moi commence à se réveiller, une force enfouie qui refuse de se laisser éteindre. Les semaines passent dans un brouillard de routine, déposer Sophie à l'école, travailler sur mes projets graphiques qui me servent d'échappatoire, imaginant des mondes où les femmes comme moi triomphent. Mais les échos de cette soirée au Ritz persistent, comme un écho dans une cathédrale vide. Lors d'une exposition d'art à Beaubourg, où j'expose quelques œuvres, une connaissance de Pierre me lance avec un sourire faux: tu es courageuse de persévérer dans l'art, avec un mari comme le tien qui porte tout. Encore une piqûre, un rappel de mon effacement. Je rentre chez moi, les poings serrés, et pour la première fois, je note dans un journal secret mes pensées sombres, la manipulation, les critiques, les suspicions. L'étincelle grandit, alimentée par la rage contenue. Pierre, de son côté, semble plus distant que jamais, son téléphone verrouillé par un code que je ne connais plus. Une nuit, alors qu'il ronfle paisiblement, je fixe le plafond, les larmes séchées sur mes joues, et je murmure pour moi-même: assez. Le vent du changement souffle, subtil mais inexorable, et je sais que la rupture approche, même si je l'ignore encore. Seul dans mon atelier du Marais, entouré de croquis inachevés qui jonchent le sol comme des feuilles mortes oubliées, je m'assois sur mon tabouret usé, les mains tremblantes posées sur la table encombrée de pinceaux et de palettes de couleurs séchées. La lumière du soleil couchant filtre à travers les grandes fenêtres à guillotine, projetant des ombres allongées sur les murs tapissés de mes esquisses, des visages abstraits, des paysages tourmentés inspirés des vignobles bourguignons, mais tous inachevés, comme ma vie elle-même. L'air est chargé d'une odeur de térébenthine et de café froid, vestige de ma tentative matinale pour me concentrer sur un projet. Mais aujourd'hui, les lignes refusent de se former, mon esprit est un tourbillon, un vortex de souvenirs et de doutes qui m'aspire inexorablement. Les signes s'accumulent depuis des semaines, comme des nuages noirs s'amassant avant l'orage, les critiques constantes de Pierre, ses flèches verbales déguisées en conseils bienveillants, ses absences prolongées, justifiées par des réunions essentielles qui le font rentrer à l'aube, et ses messages suspects sur son téléphone, ces ombres numériques qui hantent mes nuits. Pierre me manipule, je le vois maintenant avec une clarté douloureuse. Il me maintient dans un rôle subalterne, une épouse décorative qui ne menace pas son ego surdimensionné, forgé dans l'héritage des Duval. Je repense à notre mariage, il y a 10 ans, dans une petite chapelle de Provence entourée de lavandes en fleurs. Pierre, les yeux brillants, m'avait promis l'égalité: nous serons des partenaires, Émilie, toi avec ton art, moi avec mes ambitions. Ensemble, nous conquérons le monde. C'était un serment solennel, scellé par un baiser sous un ciel azur, avec des invités applaudissant notre union comme un conte de fées. Aujourd'hui, ce n'est qu'un mirage, un désert émotionnel où je me dessèche lentement. Comment en sommes-nous arrivés là?
Les promotions de Pierre, la naissance de Sophie, les pressions familiales, tout cela a érodé notre équilibre, le transformant en une hiérarchie où je suis reléguée au bas de l'échelle. Une amie, Claire, m'a ouvert les yeux lors d'un café à Montmartre, ce quartier bohème où les artistes errent comme des âmes en quête d'inspiration. Nous étions assises sur la terrasse du Sacré-Cœur, surplombant Paris qui s'étendait comme une toile vivante, avec ses toits en ardoise et ses avenues bruissantes. Claire, avec ses cheveux roux cascadant librement et son regard franc, a posé sa tasse de cappuccino fumant et m'a fixé intensément. Émilie, il te traite comme une enfant. Ses critiques constantes, ses humiliations voilées ouvrent les yeux, ma chérie. Pierre te contrôle, il te garde petite pour se sentir grand. Ces mots ont claqué comme un fouet, réveillant une douleur que j'avais enfouie. J'ai nié d'abord, défendant Pierre avec des excuses usées, c'est le stress, l'entreprise familiale pèse lourd. Mais Claire a insisté, racontant son propre divorce, comment elle avait reconnu les signes trop tard. Ne laisse pas ça te détruire, a-t-elle murmuré, sa main serrant la mienne. En rentrant chez moi, marchant le long des rues pavées où les accordéonistes jouent des airs mélancoliques, ces paroles ont résonné comme un écho incessant, fissurant le mur de déni que j'avais érigé. Ce soir-là, tandis que Pierre était en réunion, une fois de plus, j'ai fouillé discrètement. Sophie dormait dans sa chambre, son ours en peluche serré contre elle, et l'appartement était plongé dans un silence oppressant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge ancienne héritée de ma mère. J'ai ouvert le tiroir de son bureau, ce sanctuaire interdit où il range ses papiers professionnels. Parmi les contrats et les factures, j'ai trouvé des preuves accablantes, des reçus d'hôtels luxueux à Versailles, datés de nuits où il prétendait travailler tard, des bijoux achetés chez un joaillier de la place Vendôme, des pièces que je n'ai jamais reçues, et un billet de train pour Deauville, avec un nom féminin griffonné au dos Isabelle, la collègue au sourire trop complice. Mon cœur s'est arrêté, puis a repris en un battement furieux, comme un tambour de guerre. La trahison est réelle, pas un fantôme de mon imagination paranoïaque. Pierre, mon pilier supposé, me trompe, me ment avec une aisance qui me glace le sang. Émotionnellement vidé, je me suis effondrée sur le canapé, les preuves éparpillées autour de moi comme des confettis macabres. Les larmes ont coulé des heures durant, un torrent silencieux qui inondait mes joues, trempant le tissu du coussin. Je sentais la manipulation comme des chaînes invisibles, forgées par des années de concessions, ces compliments empoisonnés, ces décisions unilatérales sur notre vie, ces regards qui me faisaient douter de ma propre valeur. Pourquoi ai-je laissé cela arriver ? Pour la stabilité, cette illusion de foyer parfait que je chérissais pour Sophie ? Pour éviter le scandale dans le cercle des Duval, où les apparences sont plus précieuses que l'or ? Mais en cet instant, dans la pénombre de notre salon aux meubles design et aux photos de famille souriantes qui me narguaient des étagères, je réalisais que rester détruisait mon âme. Chaque jour passé dans cette cage dorée m'éteignait un peu plus, effaçant la femme vibrante que j'étais autrefois, celle qui exposait ses œuvres dans des galeries, qui riait librement, qui rêvait grand point le lendemain. Poussée par une impulsion née de cette nuit d'insomnie, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat, Maître Laurent, un vieil ami de mon père défunt. Son cabinet, niché dans un immeuble haussmannien du quartier latin, sentait le cuir vieilli et les livres anciens, avec des rayonnages remplis de tomes juridiques qui imposaient le respect. Maître Laurent, avec ses lunettes à monture fine et son sourire paternel, m'a accueilli dans son bureau encombré de dossiers, un café à la main. « Émilie, ma chère, qu'est-ce qui t'amène ? Tu as l'air épuisée. » J'ai hésité, puis tout déversé, les humiliations, les soupçons de trahison, le sentiment d'étouffer. Il a écouté patiemment, hochant la tête, puis a sorti un dossier jauni de son coffre-fort. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton beau-père, avant sa mort il y a 5 ans, a rédigé un testament secret, que j'ai gardé confidentiel sur ses instructions. » Mes yeux se sont écarquillés tandis qu'il expliquait, ce document, rédigé lors d'un voyage où mon beau-père avait apprécié ma loyauté et mon soutien discret à l'entreprise, me léguait une part significative des vignobles Duval, me nommant même co-dirigeante potentielle. Pierre et sa famille ignoraient tout, croyant que l'héritage était entièrement à Pierre. Il voulait te protéger, au cas où, a ajouté Maître Laurent, ses yeux pétillants d'une sagesse bienveillante. Cette révélation a été un choc électrique, illuminant les ténèbres de mon esprit. J'avais du pouvoir, une arme cachée dans l'ombre des intrigues familiales. En sortant du cabinet, marchant le long de la scène où les bouquinistes exposaient leurs trésors anciens, je sentais une transformation s'opérer.
La conscientisation grandissait comme une fleur s'ouvrant au soleil, je n'étais pas faible, juste endormi, engourdi par des années de concessions. La colère, cette braise qui couvait depuis l'humiliation au Ritz, se muait en détermination, un feu purificateur qui consumait les doutes. Je devais agir, pour moi, pour reconquérir mon identité effacée, pour Sophie, afin qu'elle grandisse avec une mère forte plutôt qu'une ombre résignée. Rentré chez moi, j'ai caché le dossier dans mon atelier, sous une pile de toiles, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai repris un pinceau. Les traits étaient hésitants d'abord, puis plus assurés, dessinant une femme émergeant d'une tempête, symbolisant mon réveil. Les jours suivants ont été un tourbillon intérieur. Pierre continuait ses manigances, rentrant avec des excuses lisses et des baisers distraits, mais je le voyais maintenant tel qu'il était, un manipulateur habile, un marionnettiste tirant les ficelles de notre vie. Lors d'un dîner familial improvisé, où ses parents nous ont rejoints pour discuter affaires, j'ai observé leur dynamique avec un regard neuf, les regards complices, les décisions prises sans me consulter. Mais intérieurement, je bouillonnais, planifiant en silence. Sophie, sentant peut-être le changement, m'a serré fort un soir. « Maman, tu es différente, plus forte. » Ces mots innocents m'ont renforcé. La rupture approche, inévitable comme l'aube après la nuit la plus noire. Je ne suis plus la victime, je suis Émilie, prête à briser les chaînes, à réclamer ce qui m'appartient. Le vent du changement souffle, et je sens ces rafales m'emporter vers une liberté que je n'osais plus espérer. La réunion familiale a lieu dans le manoir ancestral des Duval, en Bourgogne, un château du XVIIIe siècle niché au cœur des vignobles ondulants, où les coteaux dorés par l'automne s'étendent à perte de vue sous un ciel gris chargé de promesses d'orage. Les murs de pierre blonde, couverts de lierre centenaire, abritent des salons au plafond voûté, des cheminées monumentales et des tapis persans usés par des générations de pas aristocratiques. L'air embaume le bois ciré, le feu de cheminée et un soupçon de terre humide des caves où reposent des milliers de bouteilles millésimées. Pierre m'y traîne presque, sa main possessive sur mon bras, un sourire triomphant aux lèvres depuis qu'il a reçu l'invitation de ses parents, une convocation solennelle pour régler définitivement les affaires successorales. Il conduit la berline allemande à vive allure sur les routes sinueuses, la radio diffusant une symphonie de Beethoven qui accentue le drame latent. « C'est pour ton bien, Émilie, répète-t-il avec une assurance qui me glace. Ce vieux testament ridicule qui te favorisait doit être annulé. Signe, et tout rentrera dans l'ordre. Plus de nuages sur notre avenir. » Je reste silencieuse durant le trajet, Sophie laissée chez Claire pour le week-end, le cœur battant à tout rompre sous ma robe tailleur anthracite choisie pour sa sobriété guerrière. Maître Laurent m'a briefé la veille au soir, dans son cabinet parisien, sa voix calme contrastant avec la bombe qu'il lâchait, le vrai testament, rédigé il y a 7 ans par mon beau-père dans un moment de lucidité et de gratitude envers ma discrétion et mon soutien silencieux, me nomme héritière principale de l'entreprise et de la fortune familiale. Pierre et ses parents croient pouvoir annuler une version falsifiée, un document truqué qu'ils ont eux-mêmes préparé pour consolider leur pouvoir. Ils ignorent tout du véritable acte, scellé et gardé secret par mon avocat. Je tiens dans mon sac les papiers qu'ils vont me présenter, et l'idée de signer leur propre piège me procure une sensation nouvelle, un pouvoir froid, calculé, presque enivrant. Nous arrivons sous une pluie fine qui transforme les graviers de la cour en miroirs sombres. Monsieur et Madame Duval nous accueillent dans le grand hall, lui avec son costume 3 pièces impeccable et sa canne à pommeau d'argent, elle drapée dans une robe de lainage beige et son éternel collier de perles. Leurs visages sont graves, mais une lueur de satisfaction brille dans leurs yeux quand ils m'embrassent du bout des lèvres. « Émilie, ma chère, nous allons enfin clarifier tout cela, » dit Madame Duval d'une voix mielleuse qui ne trompe personne. Pierre, rayonnant, serre son père dans ses bras comme un fils prodigue revenant victorieux. On nous conduit dans la bibliothèque, pièce solennelle au rayonnage remplie de livres reliés cuir et de portraits d'ancêtres sévères qui semblent nous juger depuis leur cadre doré. Une grande table en acajou trône au centre, éclairée par une lampe verte de notaire. Les papiers sont déjà disposés, un acte d'annulation du « testament erroné », rédigé avec une précision juridique implacable. Il me presse de m'asseoir, Pierre à ma droite, sa main posée sur la mienne comme pour me guider ou me retenir. « Lis attentivement, chérie », murmure-t-il avec un sourire qui se veut encourageant mais qui sonne faux à mes oreilles désormais affûtées. C'est pour nous, pour Sophie, pour l'avenir de la famille. Monsieur Duval tout saute, expliquant avec une condescendance paternelle.
ton beau-père, paix à son âme, avait rédigé cela dans un moment de faiblesse. Il n'était plus lui-même. Nous corrigeons une injustice. Madame Duval renchérit, ses lèvres pincées, tu comprendras que l'entreprise a besoin d'une direction stable, pas de dispersion. Le mot dispersion me vise directement, comme si ma simple existence menaçait leur empire. J'y prends le stylo qu'on me tend, un mant blanc lourd et froid, et je fais mine de lire lentement, page après page. Intérieurement, je bouillonne. Le poids des années de négligence, d'humiliation publique, de trahison émotionnelle et physique s'accumule en moi comme une marée montante. Je revois le dîner au Ritz, les rires moqueurs, les nuits solitaires, les messages d'Isabelle sur son téléphone. Je sens la rage, mais aussi une force nouvelle, forgée dans la douleur et la conscientisation. Avec un calme fin qui me surprend moi-même, je signe les papiers inutiles, ma main ne tremblant presque pas. Les larmes montent, calculées cette fois, je les laisse couler, deux perles silencieuses sur mes joues, pour parfaire l'illusion de la défaite. C'est fini, dis-je d'une voix brisée, théâtrale à la perfection. Je signe pour la paix familiale. Pierre exhale un soupir de soulagement triomphant, ses épaules se détendant comme s'il venait de remporter une bataille décisive. Ses parents échangent un regard satisfait, Madame Duval posant une main compatissante sur mon bras. Tu es une bonne fille, Émilie. Tu as fait le bon choix. Pierre m'embrasse sur la tempe, victorieux, murmurant, je suis fier de toi. Mais dans ses yeux, je ne vois que l'arrogance du conquérant qui croit avoir écrasé une rivale faible. Le dîner qui suit est un supplice de politesse, foie gras des Landes, magret de canard accompagné d'un grand cru Duval 2015, fromages affinés. Il parle déjà des projets d'expansion, Pierre dominant la conversation, me reléguant au silence habituel. Je mange à peine, le vin amer sur ma langue, mais intérieurement, je jubile en silence. Ils célèbrent leur victoire sur une tombe vide. Le retour à Paris se fait dans la nuit, les phares découpant les routes désertes. Pierre conduit détendu, une main sur ma cuisse dans un geste possessif qu'il croit reconquis. Tu vois, tout va mieux maintenant, dit-il avec suffisance. Je hoche la tête, feignant l'apaisement. Arrivé dans l'appartement du Marais, les lumières de Paris scintillant au loin comme des milliers d'étoiles moqueuses, je pose mon sac, enlève mes talons avec lenteur. Sophie dort encore chez Claire, l'appartement est silencieux, presque solennel. Pierre se sert un whisky, s'affale sur le canapé, victorieux. C'est le moment. Je me plante devant lui, le regard droit pour la première fois depuis des années. Pierre, dis-je d'une voix claire, sans tremblement, je pars. Avec Sophie. C'est terminé. Le silence qui suit est absolu. Son verre s'immobilise à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Quoi? Émilie, ne sois pas ridicule. Après tout ce que nous venons de régler? Il rit nerveusement, croyant à une crise passagère. Mais je continue, calme, implacable, non. J'en ai assez de tes mensonges, de tes humiliations, de tes trahisons. J'en ai assez d'être invisible à tes yeux. Les mots sortent comme une rivière libérée de son barrage, des années de silence enfin brisées. Il se lève, blêmissant, tu ne peux pas me quitter. Et Sophie? Pense à elle. Mais je tiens bon, la force intérieure qui a grandi en secret me portant comme une armure. Sophie aura une mère libre, pas une ombre. Je prends mes affaires de main. Son choc est palpable, un mélange de stupeur et de panique naissante. Il tente de m'enlacer, de murmurer des excuses précipitées, mais je recule, inébranlable. Pour la première fois, je vois la peur dans ses yeux, la peur de perdre le contrôle. Je contacte Maître Laurent dès le lendemain matin, depuis mon atelier, pour activer le vrai testament. Les démarches sont lancées, notification officielle imminente, saisie des actifs, prise de contrôle légal. Ma force émerge pleinement, comme un phénix renaissant des cendres de mon ancien moi. Je ne suis plus victime, plus l'épouse effacée que l'on manipule. Je suis Émilie Duval, héritière légitime, femme qui choisit enfin sa liberté. Les jours suivants, je prépare le départ en secret, valise discrète, documents rassemblés, appartement temporaire chez Claire. Pierre appelle sans cesse, laisse des messages suppliants que j'ignore. Mais je sais que la tempête véritable n'a pas encore éclaté. Quand ils découvriront la vérité sur le testament,
le monde qu'ils ont bâti sur mes silences s'effondrera. Et moi, je serai déjà debout, plus forte que jamais. Le point de rupture est franchi. Il n'y a plus de retour en arrière. Pierre, paniqué, tente de reconquérir le contrôle dès le lendemain matin. Je suis dans la cuisine du Marais, préparant le petit déjeuner pour Sophie qui chantonne dans sa chambre, quand la sonnette retentit avec insistance. J'ouvre la porte et le trouve là, sur le palier, un énorme bouquet de roses rouges à la main, son visage habituellement si sûr de lui marqué par une pâleur inhabituelle et des cernes profonds. Il a dû passer la nuit à ruminer. « Émilie, ma chérie, » murmure-t-il d'une voix rauque, les yeux implorants comme ceux d'un enfant pris en faute. J'ai réfléchi toute la nuit. C'était une erreur, tout ça. Je t'aime, tu le sais. Pense à nous, à Sophie. Il tend les fleurs, mais je reste immobile, les bras croisés, sentant une force nouvelle me raidir la colonne vertébrale. Ces mots, autrefois capables de me faire fondre, sonnent maintenant creux, comme un écho dans une pièce vide. Et elle entre sans y être invitée, pose le bouquet sur la console de l'entrée où les pétales rouges contrastent violemment avec le marbre blanc. Sophie accourt, ravie de voir son père à une heure si matinale, et il la soulève dans ses bras avec une tendresse théâtrale, la couvrant de baisers. « Ma princesse, dit-il, la voix tremblante. Mais je vois clair dans son jeu, il utilise notre fille comme bouclier émotionnel. Il me supplie ensuite, assis sur le canapé où nous avons passé tant de soirées autrefois enlacées, reviens sur ta décision, Émilie. On peut aller en thérapie, partir en vacances tous les trois, en Provence, comme avant. Je changerai, je te le jure. » Ses yeux se remplissent de larmes calculées, et une partie de moi, cette vieille partie faible, vacille un instant. Mais je me souviens des humiliations, des nuits solitaires, des mensonges, et je tiens bon. Non, Pierre. C'est trop tard. Il appelle alors sa famille en renfort. Mon téléphone vibre sans cesse, message de Madame Duval, d'un ton glacial et culpabilisateur, « Émilie, tu détruis tout pour un caprice égoïste. Pense à l'héritage, à Sophie, à ce que diront les gens. » Son père, plus direct, « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Pierre est perdu sans toi. » Même des cousins éloignés se mêlent, envoyant des textos moralisateurs sur l'importance de la famille unie. Pierre escalade rapidement, passant des supplications aux menaces voilées. Le soir même, il revient, cette fois sans fleurs, le visage durci par la colère contenue. « Sans moi, tu n'es rien, Émilie. Qui paiera les factures? Ton petit travail d'artiste? Et Sophie, je me battrai pour sa garde. » Les juges savent reconnaître une mère instable. Ces mots me blessent comme des lames, ravivant la peur ancienne d'être jugée insuffisante, mais je soutiens son regard, la voix ferme, « Essaie, Pierre. Tu verras. » Intérieurement, je tremble encore. Les nuits sont agitées, hantées par des doutes, et si je me trompe? Et si je détruis la vie de Sophie? Mais chaque tentative de manipulation de Pierre me renforce, comme si chaque coup porté à mon cœur forgeait une armure plus épaisse. Je refuse ses appels suivants, bloque temporairement son numéro, et change les serrures de l'appartement avec l'aide d'un serrurier discret. Maître Laurent avance les démarches, le divorce est déposé, les notifications pour le vrai testament prêtes à être envoyées. Je déménage temporairement chez Claire, dans son appartement lumineux de Saint-Germain-des-Prés, où Sophie et moi occupons la chambre d'amis aux murs tapissés de livres et de tableaux abstraits. Claire m'écoute des heures, me sert des tisanes calmantes, me rappelle que je suis courageuse. Tu te reconstruis, ma belle. Un pas à la fois. Pierre ne lâche pas. Une confrontation éclate un après-midi dans un café neutre du quartier latin, celui où nous avions nos premiers rendez-vous, avec ses tables en marbre et ses miroirs anciens qui reflètent maintenant nos visages fatigués. Il arrive en avance, commande nos cafés habituels, un espresso pour lui, un cappuccino pour moi, comme s'il pouvait ramener le passé par de petits gestes. Il pleure ouvertement cette fois, les larmes coulant sur ses joues mal rasées. « Émilie, je t'en supplie, reviens. Je suis perdu sans toi. J'ai rompu avec Isabelle, j'ai tout arrêté. Je ferai tout ce que tu veux. » Sa voix se brise, et pendant un instant, je vois l'homme que j'ai aimé, vulnérable, brisé. Mais je sais que c'est une façade, un ultime stratagème pour reprendre le contrôle. Je pose ma tasse avec calme, le regard droit. « Trop tard, Pierre.
Tu m'as brisé pendant des années, mais je me reconstruis maintenant. Sans toi. Sa rage éclate alors, contenue jusque-là. Il frappe la table du poing, faisant teinter les tasses, attirant les regards des autres clients. Tu crois que tu vas t'en sortir seul? Avec ta petite vie d'artiste? Tu vas regretter. Son vrai visage apparaît enfin, celui du manipulateur orgueilleux, incapable d'accepter la perte de pouvoir. Les gens autour nous observent, mal à l'aise, et il se reprend, baissant la voix, mais le mal est fait. Je me lève, sereine, au revoir, Pierre. En sortant dans la rue animée, l'air frais de décembre me fouettant le visage, je sens une libération immense. Chaque tentative de sa part le rend plus pathétique à mes yeux, plus petit. Ma résilience grandit, nourrie par ces assauts répétés qui, au lieu de m'affaiblir, me prouvent ma force. Les jours suivants sont un balai de messages, d'appels anonymes, de tentatives pour me voir au détour d'une rue. Il envoie même Sophie comme émissaire innocente, lui faisant dire au téléphone « Papa pleure beaucoup, maman ». Il dit qu'il a très mal. Mon cœur se serre pour ma fille, mais je lui explique doucement, à son niveau, papa et maman ont besoin de temps séparés pour être plus heureux. Je la protège, l'emmène au parc du Luxembourg où elle nourrit les canards, où nous rions ensemble sous les platanes dénudés par l'hiver. Chez Claire, nous reconstruisons une routine, dîner simple, histoire du soir, dessin que Sophie fait de nous trois mais maintenant, Pierre est effacé des crayonnés. Pierre ignore encore que le vrai testament est activé en secret. Maître Laurent m'informe que les notifications partiront dans quelques jours, juste avant l'assemblée extraordinaire de l'entreprise. Pierre continue de croire qu'il a gagné, qu'il me récupérera ou me brisera. Mais je me fortifie chaque heure. Je reprends mes projets graphiques avec une énergie nouvelle, les couleurs plus vives, les traits plus assurés. Je marche dans Paris la tête haute, sentant la ville m'appartenir à nouveau, les lumières des vitrines de Noël, les odeurs de marron chaud, les passants pressés. Une nuit, seule dans la chambre d'amis, je regarde par la fenêtre les toits scintillants et je murmure pour moi-même, je suis libre. Les manipulations échouent une à une, ces larmes, ces menaces, ces promesses tout glissent sur moi comme l'eau sur une plume. Sophie et moi respirons enfin, loin de la toxicité qui nous étouffait. La victoire approche, silencieuse et inexorable. Quand ils découvriront la vérité, Pierre comprendra qu'il a perdu bien plus que moi, il a perdu tout. Et moi, je serai déjà debout, plus forte, prête à diriger non seulement ma vie, mais l'empire qu'il croyait m'avoir volé. Le vent tourne, et il souffle désormais dans mes voiles. Le dénouement frappe comme un coup de tonnerre un jour de ciel clair, lors d'une assemblée extraordinaire de l'entreprise Duval, convoquée dans la grande salle de conférence du siège parisien, un immeuble moderne du 8e arrondissement aux façades de verre fumé et aux intérieurs minimalistes où le bois clair se marie au métal brossé. La pièce est vaste, baignée par la lumière froide d'un matin d'hiver, avec une longue table ovale entourée de fauteuils en cuir noir occupés par les actionnaires, les directeurs, bien sûr, la famille au complet. Pierre trône en bout de table, confiant, costume anthracite impeccable, cravate rouge sang comme un étendard de victoire. À ses côtés, ses parents, Monsieur Duval droit comme un général à la retraite, Madame Duval raide dans son tailleur Chanel, tous deux arborant cette assurance tranquille des gens qui croient avoir déjà gagné. Ils ont convoqué cette réunion pour annoncer officiellement les changements structurels après l'annulation du testament, pour nommer Pierre directeur général unique et lancer de nouveaux projets d'expansion. L'air embaume le café coûteux et l'eau de Cologne masculine, des diapositives projetées sur l'écran géant montrent des graphiques triomphants, des cartes d'exportation vers l'Asie, des prévisions de chiffre d'affaires en hausse. J'y suis là, assise un peu en retrait, vêtue d'un ensemble pantalon noir élégant que j'ai choisi pour sa sobriété puissante, les cheveux relevés en un chignon strict, le visage calme malgré le cœur qui bat à tout rompre. Sophie est restée chez Claire, protégée de ce théâtre. Personne ne s'étonne de ma présence, après tout, j'étais encore l'épouse il y a peu, et ils pensent que je viens en spectatrice résignée, peut-être pour signer d'autres papiers. Pierre me jette un regard condescendant, presque pitying, comme si ma présence était une politesse qu'il m'accorde. Maître Laurent, à mes côtés, discret dans son costume gris, pose une mallette sur la table avec une lenteur calculée. Quand Pierre commence son discours « Chers actionnaires », aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour les vignobles Duval, mon avocat lève la main poliment et demande la parole.
La salle se fiche. Maître Laurent ouvre la mallette et en sort le dossier jauni, le vrai testament, scellé et authentifié. Sa voix résonne claire et professionnelle dans le silence soudain. Avant toute annonce, je dois porter à votre connaissance un document légal qui change radicalement la structure de succession. Il distribue des copies, les pages bruissant comme des feuilles mortes dans le vent. Je regarde Pierre blêmir progressivement tandis qu'il lit, ses doigts se crispant sur le papier. Monsieur Duval arrache les lunettes de sa poche, les pose avec précipitation, son visage passant du rose au cramoisi. Madame Duval porte la main à sa gorge, ses perles cliquetant nerveusement. Le texte est limpide, rédigé 7 ans plus tôt par mon beau-père, dans un moment de lucidité profonde, reconnaissant ma loyauté silencieuse, mon soutien discret pendant ces dernières années de maladie. Il me nomme héritière principale de l'entreprise et de la fortune familiale, avec contrôle majoritaire des parts. L'annulation qu'ils m'ont fait signer n'était qu'un leurre, un document sans valeur légale face à celui-ci, conservé secret et inattaquable. Le choc est total. Pierre se lève d'un bond, la voix brisée. Impossible. C'est un faux. Émilie, dis-leur que c'est ridicule. Ses yeux cherchent les miens, suppliants, mais je reste immobile, le regard droit. Pour la première fois, je parle dans cette salle où j'ai si souvent été réduite au silence. Ma voix est calme, posée, mais porte jusqu'au fond de la pièce. Non, Pierre. C'est bien réel. Vous m'avez négligé, humilié, manipulé pendant des années. Vous avez cru pouvoir m'effacer avec une signature. Mais j'ai gardé le secret pour ce moment précis. Les actionnaires murmurent, les directeurs échangent des regards stupéfaits. Monsieur Duval frappe la table du poing, c'est une trahison. Comment as-tu osé cacher cela? Mais maître Laurent intervient, citant date, sonotario, témoignage. Les preuves sont irréfutables. Pierre s'effondre littéralement sur son fauteuil, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots étouffés. Madame Duval pleure en silence, son mascara coulant en traînées noires. Je me lève alors, lentement, et m'avance au centre. À partir d'aujourd'hui, annoncé-je, je prends la direction de l'entreprise. Les projets d'expansion continueront, mais avec une vision nouvelle, durable, innovante, respectueuse de l'héritage sans en être prisonnière. Un tonnerre d'applaudissements éclate parmi les actionnaires indépendants, ceux qui attendaient un souffle frais. Pierre relève la tête, les yeux rougis, et murmure, « Émilie, pardon. » Mais je secoue la tête. C'est fini. Les mois suivants sont un tourbillon de renaissance. Le divorce est prononcé rapidement, les termes favorables grâce au testament. Pierre déménage dans un appartement plus modeste, loin du Marais, et voit Sophie selon un calendrier strict. L'entreprise fleurit sous ma direction, je lance une gamme de vins bio, révolutionne le marketing avec des campagnes modernes que je conçois moi-même, engage des jeunes œnologues passionnés. Les chiffres grimpent, les critiques encensent notre « Renaissance Duval ». Sophie, désormais dans une école où elle s'épanouit pleinement, dessine des vignes joyeuses et des mamans fortes. Nous vivons dans le même appartement du Marais, mais réaménagé, mes toiles accrochées fièrement au mur, mon atelier agrandi, des couleurs vives partout. À Paris, je redécouvre la joie avec une intensité nouvelle. Les expositions d'art où je présente enfin mes œuvres personnelles, les dîners avec des amis vrais clairs en tête, toujours fidèles, les promenades solitaires le long de la Seine où je respire l'air libre à plein poumon. Les nuits solitaires ne sont plus peuplées de doutes, mais de rêves réalisés, je dors profondément, réveillé par la lumière du matin qui danse sur les parquets. Un nouvel amour naît doucement, avec un galeriste rencontré lors d'un vernissage, un homme qui admire ma force sans chercher à la dompter, qui rit avec moi sous la pluie des boulevards. Ma liberté est enivrante, comme un grand cru ouvert après des années de cave. Je me sens indépendante, puissante, entière. Les chaînes émotionnelles qui me liaient à Pierre, à ses critiques, à ses trahisons, se sont dissoutes dans l'acide de ma propre résilience. Je ne suis plus l'ombre d'un homme, mais Émilie Duval, maîtresse de son destin, dirigeante respectée, mère aimante, artiste accomplie. Quand je regarde en arrière, les humiliations, les larmes, les nuits blanches semblent appartenir à une autre vie, une vie que j'ai transformée en triomphe. Parfois, lors de conseils d'administration, je croise Pierre, il conserve une petite part minoritaire, par générosité légale plus que sentimentale. Il baisse les yeux, murmure un salut poli. Je hoche la tête, sereine.
La vie recommence, plus lumineuse, plus riche, plus vraie. J'ai transformé la trahison en pouvoir, la douleur en force, le silence en voix. Et chaque matin, en regardant Sophie rire et Paris s'éveiller derrière les fenêtres, je sais que j'ai gagné bien plus qu'une fortune, j'ai gagné moi-même.